Ouh là là, la définition. Quel débat, mais quel débat. Et c'est toujours la bataille. Est-ce qu'il faut des gros capteurs, des petits capteurs, des grands capteurs? Pop, 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 c'est la pagaille. Évidemment, il n'y a pas de valeur absolue, mais tout ça, on en parle juste après le jingle. Bonjour à tous, c'est Wolfgang Texier, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne où on parle de photos, de vidéos, de matos, de créa, de tout ce qui touche à l'image en fait. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre, et maintenant on parle de définition des capteurs photos et vidéos, parce que c'est un sujet énormissime qui passionne, et on a des fois du mal à s'y retrouver, et donc je vais vous aider. Alors la définition, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il faut bien le définir justement pour pouvoir en parler avec justesse. C'est tout simplement le nombre de millions de pixels que vous avez, de photosites en l'occurrence, donc de cellules sensibles à petite échelle, que vous avez dans votre capteur. Ce capteur étant plus ou moins grand. Alors évidemment, pour la discussion, là je vais surtout me référer à des capteurs plein format. Je ferai des allusions à l'APS-C parce qu'évidemment ça a des incidences d'être en APS-C. La question qu'on se pose, c'est quelle est la définition qui sera utile pour nos impressions, nos projections écran. Pour bien imprimer, on sait, enfin on nous dit, mais on le sait aussi par expérience, que pour un format ordinaire, le format de base, le 20-30, qui en grosso modo est un A4, il faut 300 points par pouce ou 300 dpi. Évidemment, le pouce, nous, on n'est pas anglo-saxon, ça ne nous parle pas spécialement. Il faudrait plutôt parler en centimètres, et si on convertit en centimètres, ça fait 118 points par centimètre. Alors je vais arrondir, c'est plus mes mots techniques, on va dire qu'il faut 120 points par centimètre. Ça, ce serait la résolution idéale qu'il faudrait pour imprimer un 20-30. Ce qui veut dire que votre capteur, plein format ou APS-C, a besoin de 8,5 millions de pixels pour atteindre la définition idéale pour imprimer ce type de format. Si on garde maintenant la même densité pour imprimer un 30 par 45, c'est déjà un beau format, et un format que vous allez regarder d'un petit peu plus loin parce qu'il est plus large, donc pour le regarder en un seul coup d'œil, il faudrait le reculer en théorie. Donc comme on le recule, on voit moins les détails et on pourrait se permettre de descendre la résolution. Mais supposons que on est jusqu'au boutiste, c'est-à-dire qu'on veut garder notre définition de 120 points par centimètre ou 300 dpi, et bien à ce moment-là, il vous faut un peu moins de 20 millions de pixels, mais là encore je vais arrondir à 20 millions de pixels pour pouvoir imprimer à 300 dpi cette œuvre. 20 millions de pixels, c'est beaucoup. Alors par rapport à des boîtiers d'ancienne génération, effectivement c'est même beaucoup plus que ce qu'ils sont capables de produire. Ou par rapport à des boîtiers d'aujourd'hui, c'est soit dans la norme basse, soit très faible, ou voire carrément la moitié de ce que font les boîtiers les plus définis d'aujourd'hui. Alors vous me direz, oui, mais comment on faisait avant quand on avait des boîtiers de moins de 10 millions de pixels et qu'on y arrivait quand même? Très bonne question. Tout simplement parce que, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, un format, plus il est grand, plus on l'éloigne pour le regarder en un seul coup d'œil. C'est le principe par exemple des très grands tableaux. Si vous allez voir par exemple le couronnement de Napoléon au musée du Louvre, vous allez vous rendre compte que ce tableau, déjà on prend du recul pour le regarder, et si on met le nez collé dessus, les détails sont peints de façon plus grossière que la perception qu'on en a quand on se met à la bonne distance pour l'observer. Finalement, un tirage photo, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que pour pouvoir agrandir, on va tolérer une impression qui est plus grossière que celle qu'on utiliserait pour un 20-30 qui finalement va être regardé très près et va nous permettre de pouvoir voir les petits détails très fins. Et à ce moment-là, il faut effectivement une impression et une définition de très très grande qualité pour pouvoir maîtriser ce type de tirage. Donc la limite pour un 30-45, la limite qui marche bien, c'est de considérer entre 90 et 100 points par centimètre, ce qui à ce moment-là fait que votre tirage, vous pouvez le faire très proprement avec une image de 10 à 12 millions de pixels.
Ça explique pourquoi les boîtiers d'ancienne génération arrivaient très bien à pouvoir produire des images pour ce type d'agrandissement. Alors me direz-vous, on peut tirer encore plus loin, parce qu'avant on avait des boîtiers de moindre définition et on faisait des grands tirages, des 50-75 avec un nombre de pixels, de millions de pixels à 1, c'est-à-dire du 8 millions de pixels par exemple. Alors oui, effectivement vous avez raison, c'est-à-dire que si j'ai une image bien piquée, c'est-à-dire qu'il faut déjà que le graphisme soit clairement exprimé, vous pouvez, le seuil critique, grosso modo, c'est 6 millions de pixels. Avec 6 millions de pixels, le tirage en 50 par 75 cm va pouvoir passer à condition d'être bien piqué. Si jamais c'est un petit peu plus mou, à ce moment-là, il faudrait être plus exigeant et avoir une définition de 8 ou 10 millions de pixels de façon à ce que l'interpolation n'ait pas besoin de recréer de l'information sur une image qui est déjà un peu molle, voyez, parce qu'évidemment si votre image est un petit peu molle, quand il faut interpoler, le logiciel n'invente pas les choses, il va amplifier la mollesse de l'image et ça va quelque part la dégrader, alors que si elle est un petit peu plus définie ou un petit peu plus piquée, quand on va interpoler, ça va beaucoup mieux se passer. Néanmoins, ce qu'il faut retenir finalement, c'est les seuils critiques. 6 millions de pixels, si vous n'avez pas le choix, ça passe à condition d'être piqué. Si c'est moyennement piqué, 8 ou 10, ça passe en très grands agrandissements. Et puis la résolution un petit peu, je dirais, élémentaire qui permet d'être passe-partout, ce serait d'avoir 12 millions de pixels. La conclusion de tout ça, c'est quoi ? C'est que finalement les capteurs d'aujourd'hui sont peut-être un petit peu overkill. C'est-à-dire que là par exemple je fais une vidéo avec un R6, en photo il travaille à 20 millions de pixels. Si jamais j'avais composé mon image à la prise de vue en format paysage, et que d'un seul coup à la post-production j'ai des remords et je me dis non, ça c'est une photo en format portrait. Ça veut dire que pour passer du format paysage au format portrait en gardant le même ratio, il faut en gros sacrifier la moitié de l'image. Ça veut dire que mon image résultante recadrée fera 10 millions de pixels. Avec 10 millions de pixels, vous savez maintenant que tout simplement, mon agrandissement en 50-75 va passer très largement parce que j'ai ce qu'il faut avec ce type de résolution. Alors, il est évident que si j'ai un capteur de 45 millions de pixels, un capteur qui est très répandu aujourd'hui pour les boîtiers haut de gamme, à ce moment-là, si je fais cette manipulation-là, je vais avoir plus de 20 millions de pixels dans l'image résultante, c'est-à-dire recomposée en format portrait. Et 20 millions de pixels, c'est la résolution idéale dans l'absolu pour tirer un 30-45. Et il est évident que si je dois faire un agrandissement en 50-75, il va très bien passer. Mais néanmoins, quelque part, il ne faut pas surexagérer les choses. C'est-à-dire que tous les boîtiers de 12 millions de pixels sont des boîtiers qui ont la capacité de vous permettre de faire des grands agrandissements. Les boîtiers, a fortiori, de 20 millions de pixels vont vous donner des facilités de recadrage. Les boîtiers de 24-30 millions de pixels, là, dans cette fourchette-là, quelque part, ils vont devenir faciles à exploiter parce que vous n'aurez pas de doute quand il faudra recadrer de façon difficile. Et puis j'ai envie de dire, au-delà des 30 millions de pixels, alors c'est toujours difficile de dire on est dans la surenchère, parce que le jour où on n'a pas le choix, on est content d'avoir cette capacité-là. Néanmoins, c'est clair, c'est une définition qui n'est pas indispensable, c'est-à-dire que la course aux pixels n'a aujourd'hui plus tellement de sens. À l'époque où on avait du 8 ou 10 millions de pixels, ça avait du sens, mais aujourd'hui, on a très largement dépassé, je dirais, les besoins critiques. Et donc finalement les boîtiers comme le R6 ou le R6 Mark II qui sont à 20 ou 24 millions de pixels, c'est des boîtiers qui ont une très très bonne définition pour travailler en photo. Alors un petit mot sur la vidéo, parce que évidemment en vidéo on se pose la même question, sauf qu'au lieu de raisonner papier, on va raisonner écran, que les écrans aujourd'hui, il y a de moins en moins d'écrans Full HD, mais il y en a encore beaucoup. Vous avez de plus en plus d'écrans 4K. Il n'y a jamais eu beaucoup d'écrans 2K, mais il y en a eu quelques-uns. J'en ai utilisé encore un il n'y a pas si
enfin pas si longtemps que ça, pardon, pour mes travaux de retouche. Hein. J'avais un écran précalibré en 2K, je suis passé à la 4K pour le confort tout simplement, parce que le pitch est tellement fin que finalement on a l'impression d'être devant un tirage papier, on ne voit pas les pixels de l'écran. Donc ça, c'est du bonheur. Enfin, c'est du bonheur, mais d'un autre côté, l'image est restituée de façon tellement fine que la moindre pétouille, la moindre imperfection ressort. Alors, ce qui permet d'être plus vigilant, mais ça rend aussi plus exigeant. Parce qu'il est évident que si l'écran est impitoyable, il nous accompagne aussi et on devient nous aussi impitoyable. Donc c'est à double tranchant ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, en vidéo, la question qui va se poser, c'est sur quoi on projette et comment on projette. Donc évidemment, la Full HD fonctionne très bien. La Full HD de bonne qualité permet de projeter de façon qualitative sur des écrans 4K, il faut le savoir. Et puis évidemment, la 4K passe très bien sur des écrans 4K, mais là je ne devrais même pas le dire. Évidemment, la 4K, avec quel capteur on peut la faire? Et bien la 4K, vous pouvez l'obtenir avec des capteurs de 12 millions de pixels, attendu que le constructeur ait fait en sorte que votre appareil puisse enregistrer la 4K. Mais on le voit très bien avec certains appareils Sony qui ont un capteur de 12 millions et qui produisent de la 4K. Il n'y a pas besoin d'avoir un 45 millions de pixels pour faire de la 4K, y compris de la 4K de très bonne qualité. Évidemment, ce qui peut intéresser certains vidéastes, c'est de tourner une image avec une définition supérieure pour pouvoir recadrer, comme nous on le fait en photo, de pouvoir faire par exemple un dolly zoom. Et pour pouvoir faire ça et rester en définition 4K, ça implique tout simplement que il faut tourner en 6K de façon à pouvoir cropper dans l'image. La surenchère oblige. Évidemment, on en vient à la 8K. Maintenant, il y a même une caméra sur le marché chez Blackmagic qui propose de la 12K. On va toujours plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Jusqu'à quel point c'est utile, ça, c'est à débattre. Moi, je reste convaincu qu'on peut faire les choses de façon très propre avec les moyens qu'on a et des optiques bien piquées sans forcément être dans la surenchère. C'est-à-dire le choix que j'ai fait à titre personnel. Hein. J'avais avant, dans mon système Nikon, j'avais deux boîtiers, donc un 16 millions et un 20 millions, en l'occurrence le D4S et le D5. Et puis de l'autre côté, j'avais un boîtier 36 millions de pixels, le D810, que j'ai remplacé par deux Canon, en l'occurrence le R6 et le R3, qui sont respectivement des 20 et des 24. Et ce que je cherchais dans ces boîtiers, c'est tout simplement de la polyvalence. Je les associe avec des optiques globalement très piquées, voire même beaucoup plus que ça. Là, en l'occurrence, on tourne avec un 28-70 qui est extrêmement homogène, extrêmement sharp. Il est évident que si je dois faire un agrandissement sur une photo très recadrée qui vient de cette optique-là, je peux le faire quasiment les yeux fermés. Je suis sûr que ça va passer. Évidemment, ce discours va marcher avec des optiques moindres. Les séries A chez Sigma permettent d'obtenir de très très bons résultats avec des définitions moindres parce qu'ils sont extrêmement sharp. Et à ce moment-là, on peut travailler, être extrêmement à l'aise avec des définitions basses, enfin relativement basses, je me comprends. Donc, nul besoin dans l'absolu de la surenchère au pixel. C'est le message que je voulais passer dans cette vidéo, même si on se trouvera des raisons objectives de vouloir plus, de vouloir des capteurs 50, 60, 70 millions de pixels, que ce soit pour une raison technique ou pour rêver, parce que dans le monde de l'image, la part de rêve liée au matériel fait aussi partie du jeu, et c'est à ne pas négliger. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous apportera, puisque évidemment dans mes vidéos que je fais sur le matériel d'occasion notamment, je parle des définitions. Et bien évidemment, ce sujet-là entre en jeu. Et c'est toujours une question pour quelqu'un qui achète un matériel d'occasion de se dire, tiens, ce matériel est un peu ancien, il fait 16 millions de pixels par exemple. Est-ce qu'il va suffire? La réponse, c'est oui, tout simplement. Allez, à très bientôt, au plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, et merci beaucoup.